Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des arts de la table. Alors l'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant, et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des arts de la table, qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits, mais aussi pour vous inspirer. Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment, et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram @lesartsdelatable. Allez, place à l'épisode maintenant. C'est la nouvelle émission de Décodeur. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Stylé, vous entendrez une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco, contrairement à tous mes invités jusqu'à maintenant, mais qui a du style. Quelqu'un qui nous inspire, qui nous influence et ensemble, on va entrer chez elle de manière fictive et déambuler pièce par pièce pour en savoir plus sur ses goûts et son univers. Une immersion dans un intérieur au sens propre comme au figuré. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains et même les précédents puisqu'il y a plus d'100 d'épisodes en ligne, que ce soit sur les tendances déco, les actus, les conseils pratiques et bien sûr avec plein d'invités passionnants. Vous pouvez aussi suivre les aventures de Décodeur sur Instagram. D'ailleurs, quand vous partagez l'épisode en story ou que vous m'écrivez des messages, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode de Stylé. Aujourd'hui, on va rencontrer Charlotte Chenet qui a créé en 2015, il y a donc presque 10 ans, une marque de joaillerie qui porte son nom. Si vous ne connaissez pas encore ces superbes bagues Round Trip, Daisy ou Ribbon, je suis allée voir les noms parce que vraiment je les adore, elles sont hyper jolies, allez voir. Ce sont des bijoux tout en courbe qui enveloppent le doigt, l'oreille, le cou ou le poignet. Il y a quelque chose de très sculptural dans ces créations et ce n'est d'ailleurs pas étonnant qu'elle présente en parallèle ses propres sculptures. Alors quand j'ai entendu que Charlotte était passionnée par le design, je me suis dit qu'elle était la prochaine invitée idéale pour ce nouveau format. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, vous avez compris le principe, on va déambuler dans une maison fictive, imaginaire. Là, on va dire qu'on est devant votre porte. Si on donnait une vue d'ensemble, comment vous décririez votre intérieur ? C'est comment chez vous ? J'ai de la chance de vivre dans un appartement dans un étage élevé, donc c'est très 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 lumineux. J'ai le soleil toute la journée, soit qui se couche, soit qui se lève dans mon appartement. Donc c'est vraiment le premier mot que j'utiliserais, c'est lumineux. Ouais. Est-ce que vous avez une pièce préférée ? J'en ai plusieurs. J'aime cette grande pièce dans laquelle on arrive quand on arrive chez moi, qui est le salon et qui donne en face de la porte d'entrée, il y a une grande verrière qui fait, 4 mètres de long sur 3 mètres de haut à peu près. Et j'aime particulièrement cette pièce. Après, je dois dire que j'aime aussi beaucoup ma chambre, qui est à l'étage, parce que c'est un duplex. Parce que dans ma chambre, j'ai 5 fenêtres, qui sont des portes-fenêtres, qui s'ouvrent sur des petits balcons. Donc c'est assez magique aussi quand même. J'ai un peu une chambre de princesse. Donc, Et c'est quel style ? Quel style déco ? Oui. C'est un style Alors j'ai que des choses vintage chez moi, depuis très 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 longtemps. Je veux pas dire que j'ai horreur des choses nouvelles, mais j'ai tellement une passion pour les choses anciennes. Il y a tellement des choses qui me plaisent, de styles différents que, voilà. Déjà ça, j'essaie d'assouvir ma passion. Donc j'ai jamais eu envie d'aller regarder dans les choses nouvelles, alors que je suis sûre qu'il y a des trucs super. Donc voilà, c'est que des meubles vintage.
J'ai 3 enfants, donc il y a aussi un peu beaucoup d'éléments d'enfants, même si je passe mon temps à leur dire de ranger leurs affaires, mais il y a des livres partout, il y a des jeux de société partout, il y a des voitures télécommandées parce que j'ai que des garçons. Et c'est un appartement dans lequel je me suis installée sans le modifier, sans faire des travaux, même si j'aurais bien aimé, mais quand je me suis installée, j'avais envie aussi de vivre dedans comme ça, tel qu'il était, pour aussi appréhender l'espace, voir comment on vivait dedans et voilà, je trouve ça toujours plus sympa de faire des travaux quand on a nos habitudes déjà. Donc là, voilà, ça commence un peu à me titiller. Je pense que d'ici peut-être un an et demi, je vais avoir envie un peu plus de me l'approprier. Parce que disons qu'aujourd'hui, il y a des meubles, il y a des objets, tout ça, c'est moi qui les ai amenés, ça m'appartient. Mais c'est vrai que la coquille de l'appartement, j'ai pas mon empreinte dessus. Je suis arrivée, c'était déjà comme ça. Et vous pensez que c'est l'appartement de votre vie ? Vous allez le garder très longtemps ? Ah, je sais pas. Si j'arrive à récupérer l'appartement de la voisine, pourquoi pas. Non, je pense pas que c'est l'appartement de ma vie. J'adore l'immobilier. J'ai une amie qui m'a dit il y a pas longtemps que elle pense que c'est une pathologie. Vraiment, je passe mon temps. Je suis inscrite à la newsletter de plein d'agences immobilières à Paris et je suis la Stéphane Plaza de beaucoup d'amis. Je passe mon temps à leur envoyer des annonces quand je sais qu'elles cherchent. J'adore ça. Ça m'est déjà arrivé d'aller visiter des appartements juste pour le plaisir, alors que je savais que je l'achèterais pas. Surtout quand c'est des appartements extraordinaires. Comme une fois, j'ai visité un appartement de Malé Stevens, alors que vraiment, j'avais pas les moyens, mais j'ai fait croire que je les avais et je l'ai visité pendant longtemps. Non, je pense pas que ce sera l'appartement de ma vie, mais en tout cas, c'est l'appartement du moment. Je m'y sens très bien avec mes enfants, avec leur père. Voilà, c'est l'appartement je vis au moment présent. J'ai pas envie de me projeter trop, mais voilà, à mon avis, on bougera un jour quand même. On va ouvrir la porte. Si c'est moi qui l'ouvrais, que vous deviez vous présenter en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Quelqu'un qui vous connaît pas du tout. Je suis designer. Ça englobe plein de choses. C'est vrai qu'à la base, j'ai un parcours qui vient de la mode. Donc, j'ai commencé à travailler à 20 ans chez Balenciaga en tant que designer de mode. Donc, c'est-à-dire, je dessinais des vêtements principalement. Je suis restée 9 ans. Pendant que j'étais là-bas, j'ai commencé à approcher le bijou. C'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour le bijou. Et puis, donc, depuis, j'ai lancé ma marque, vous l'avez dit, qui porte mon nom. Donc, il y a une dizaine d'années. La première approche, le premier, on va dire, mon premier médium, c'est vrai que c'est le bijou parce que j'aime énormément ça et je me sens très libre et très créative dans ce domaine. J'ai vraiment l'impression que quand j'ai découvert le bijou chez Balenciaga, je me suis sentie plus à l'aise que dans les vêtements, comme si c'était ma langue maternelle un peu, et comme si de faire des vêtements c'était plutôt ma deuxième langue. J'adore ça, mais je suis vraiment beaucoup plus à l'aise dans les bijoux. Mais c'est vrai qu'en créant cette maison qui est là depuis 10 ans presque, comme je suis très curieuse et que à la base j'ai quand même une grande passion pour le design, pour les formes, disons que je me permets des explorations qui vont au-delà du bijou. Donc c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, je fais un peu de sculpture. Je travaille pour d'autres marques en freelance pour lesquelles je vais développer d'autres catégories de produits. Je travaille pour APC, pour qui je fais depuis très longtemps la maroquinerie. Je travaille aussi en consultante sur la ligne de chaussures. Je travaille pour une maison italienne pour qui je dessine aussi plus des pièces pour la maison. Donc ça va être de l'art de la table, des couverts. Donc c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis designer. Mais on dit designer, nous, dans notre domaine, mais dans le monde de la mode aussi ? Alors, on utilise plutôt le terme styliste, mais c'est vrai que styliste, c'est aussi un terme qu'on utilise pour les journalistes de mode qui font du stylisme dans les pages mode. Donc, voilà, il y a plusieurs noms, c'est pas très important au final, mais c'est vrai que moi, je préfère dire designer parce que je me sens quand même assez loin de la mode aujourd'hui dans mon métier, même si j'en suis proche quand même. Mais c'est vrai que quand je fais des expositions pour Matter & Shape où je présente mes sculptures, je me sens plus très styliste finalement. Ouais. Alors, on pose votre téléphone dans l'entrée. Ouais. Il y a quoi en fond d'écran de votre téléphone ? À votre avis ? Je ne sais pas du tout. Il y a mes 3 enfants. Il y a une photo de mes 3 enfants qui me regardent pas forcément parce que c'est pas facile d'avoir 3 enfants qui vous regardent en même temps pour la photo, sachant que les miens, c'est pas du genre à avoir
l'arrêt sur le côté avec la chemise bien repassée. Donc, on est plutôt sur des positions, voilà, des sauts en l'air, voilà. Mais bon, voilà, il y a mes 3 enfants. On entre dans le salon. Là, je vois une sculpture Charlotte Chenet. Vous en parliez, là, comme celle que vous avez présentée au salon Matter in Shape. Donc, ce sont des pièces que vous vendez ou, comme vous disiez, c'est un territoire d'expression? Les deux. En fait, j'ai pas d'ambition. Quand je les ai vendus, j'avais pas l'ambition de les vendre. Quand je les ai développés à la base, j'avais pas l'ambition de les vendre. La première fois que j'en ai fait, c'est parce que j'avais été invitée à être présidente du jury pendant le festival de Hier, dans la catégorie accessoires de mode. Donc ça se passe dans la maison des Noailles, faite par Malé Stevens, à Hier, donc chargée d'histoire, et le bâtiment sublime. Donc c'est vrai que quand on m'a proposé d'être jury là-bas, j'étais hyper contente. Et on m'a proposé de montrer mon travail. Et là, je me disais, je vais quand même pas montrer mes bijoux comme si c'était dans une vitrine, comme si c'était le bon marché, quoi. Donc je me suis dit, il faut sortir du petit format et puis du format, on va dire, plus art appliqué, du format commercial. J'avais envie de faire un truc plus artistique. Et j'ai eu la chance d'avoir un partenaire de fabrication qui est un fondeur, parce que moi, la plupart de mes bijoux sont faits en fonderie, qui est aussi un fondeur d'art, et donc qui fait des fonderies à échelle sculpturale. Et c'est comme ça qu'on a commencé le projet de sculpture, donc pour les présenter pour la première fois dans le bureau de Marie-Laure de Noailles, à la Villa Noailles en 2019, je crois. Et c'est vrai que j'ai adoré faire ce projet. Après cette expo, on a fait une expo à Paris à la Galerie Italienne. Puis ensuite, on m'a proposé à plusieurs occasions de montrer ce travail. C'est des sculptures pour répondre à la question que je vends si on me le demande. Donc on en a déjà vendu quelques-unes. Mais je suis pas dans une galerie. Pour le moment, ça reste une démarche plus exploratrice, on va dire. Ouais. Quelle est la différence avec les bijoux? Vous disiez c'est une question d'échelle, en fait? C'est une question d'échelle. Ouais, c'est une question d'échelle. Après, moi, j'aime énormément chercher des formes. Et ensuite, la forme que je vais trouver, je vais essayer de la modifier le moins possible et de la faire aller d'une taille très petite à très, très grande. Et qu'elle ait une utilité différente à chaque fois en fonction de sa taille. Donc, c'est vrai que, par exemple, si je prends le modèle initial, qui est un modèle qui est exposé en ce moment dans les vitrines des Galeries Lafayette du Boulevard Haussmann, elle est en géante. Donc là, la initiale qui est dans les vitrines, elle doit faire, 90 cm, 80 cm de long. Et à la base, c'était une bague. Non, à la base, c'était un bracelet. Donc, c'était à peu près quasiment la même forme qui se mettait au poignet. Ensuite, je l'ai downsizé, on va dire, pardon de l'anglicisme, pour le transformer en bague. Ensuite, je l'ai encore réduit pour en faire une boucle d'oreille. Et ensuite, je l'ai encore réduit pour en faire un coiffe d'oreille. Et ensuite, je l'ai fait en très grand pour en faire une sculpture. Donc, en fait, j'aime bien travailler les formes sans me dire que... en essayant que ça ressemble le moins possible, finalement, à un bijou. Et qu'ensuite, quand on change sa dimension, ça peut avoir une autre vie, finalement. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce travail des formes? Parce que j'ai l'impression que c'est presque une passion. Là, on est dans votre bureau, il y a des affiches, c'est sculptural. Alors, on va trouver d'autres mots. C'est organique, c'est tout en rondeur, c'est des lignes infinies qui tournent et s'enroulent. Ouais, c'est vrai que... je sais pas, ça me passionne. Ça m'émeut, ça me provoque quelque chose en moi qui fait que je suis vraiment émue, quoi. Il y a tellement de pièces, là, toutes les œuvres qui sont sous mes yeux. Je me dis, ah là là, c'est tellement fou. J'aurais tellement aimé j'aurais tellement aimé les avoir fait, pardon. Enfin, ça me passionne. Et ça ne m'ennuie pas et ça provoque en moi, je sais pas, une réaction qu'est-ce que ça représente, chimique qui me donne envie de prendre mon crayon et d'y aller, quoi, et de faire les miennes. Je sais pas ce que ça représente, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment une langue facile à parler pour moi. Alors, ça peut peut-être paraître prétentieux, et puis peut-être qu'il y a des gens qui trouveront que je m'exprime mal dans cette langue, mais en tout cas, moi, je m'y sens bien, et ouais, je me sens à l'aise, et j'ai des choses à dire, et j'ai l'impression que c'est très personnel. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de références et mon travail peut faire écho au travail de plein de gens avant moi, mais ça reste un travail qui vraiment qui vient de là et qui est très personnel. Et quelles sont vos inspirations, justement? Elles sont multiples et en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois, il va y avoir là, sous les yeux, on a des pièces de Valentine Schlegel, de Brancusi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une maison d'Antilovag, il y a des choses de Noguchi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des corps de femmes. Il y a des corps de femmes. Il y a des sculptures de mon amie Marthe May. Il y a plein de choses différentes.
tout ça, ça va m'inspirer. Il y a une photo d'une sculpture au Japon dont je connais pas le nom, mais que je suis allée à Kone au mois d'octobre et je suis allée dans ce musée au Japon. Il y avait ces sublimes sculptures. À la fois, ça m'inspire et en même temps, je sais pas comment dire, ça m'inspire sans m'inspirer parce que finalement, il y a aucun bijou dans ma collection que je peux lier directement à une œuvre ou à un artiste. C'est-à-dire, c'est bien évidemment, c'est de la nourriture spirituelle, tout ça. Mais encore une fois, j'ai envie que ce soit un travail le plus personnel possible. Donc, je dis pas ça j'espère que ça passe pas pour de la prétention, mais je pense que tout ce qui me compose, c'est ça qui m'inspire en fait. Souvent, dans les marques de mode ou dans les collections, on donne une inspiration et c'est très lié, c'est assez littéral. Et moi, c'est vrai que j'ai envie d'avoir un propos plus personnel et de me dire que ça vient de moi, quoi. Enfin, donc j'ai des inspirations, bien sûr, et c'est pas pour dire que j'en ai pas, et c'est très très riche pour moi de voyager, de lire, d'aller voir des expos. Là, je suis pas encore allée voir Brancusi à Beaubourg, mais il me tarde d'aller le voir parce que voilà, même si je connais son travail, je pense que ça va être fou, en vrai. Mais c'est vrai que j'utilise pas tout ça de manière littérale. Comment c'est fabriqué? Vous parliez tout à l'heure d'une fonderie. La fonderie, qu'est-ce que c'est exactement? La fonte à cire perdue, c'est une technique ancestrale. Je crois que les premières fontes à cire perdue qu'on a retrouvées, ça date vraiment d'il y a genre 3000 ans avant Jésus-Christ. Enfin, c'est vraiment très très vieux. Peut-être que j'ai dit une mauvaise date, mais en tout cas, c'est ancestral. Et c'est une technique où, en fait, comment expliquer? On réplique la forme qu'on veut produire en métal. Elle existe au préalable dans une espèce de cire, comme une cire de bougie un peu. Et on va venir l'enfermer dans comment je pourrais expliquer ça? Un peu dans un tonneau en ciment, en béton. Et en fait, on va faire couler du métal en fusion, donc chaud et liquide, dans une petite canule qui va venir faire fondre cette cire pour prendre l'espace, pour remplir l'espace à sa place. Donc ça s'appelle la fonte à cire perdue, cette technique. Je l'explique très simplement. Et puis ensuite, on ouvre le cylindre en métal, ou on le casse, ou voilà, on libère la forme à l'intérieur. Donc on se retrouve avec la forme, avec sa petite arrivée de métal. Parfois, il y en a, en fonction de la complexité de la forme, il peut y avoir plusieurs arrivées de métal. Donc on se retrouve avec comme un arbre, en fait, la pièce avec toutes ces tiges de métal. Bon, parfois, il peut y en avoir plusieurs. Mais bon, cette technique s'appelle la fonte à cire perdue. Et ensuite, on va reprendre le bijou, le polir manuellement, couper les arrivées de métal. Enfin, voilà. Et ensuite, selon s'il y a des pierres, il y a l'empierrage. Selon s'il n'y a pas de pierres, enfin, il y a plein de techniques. Mais c'est vrai que il y a d'autres techniques pour faire des bijoux. Il y a l'usinage, il y a l'estampage. Moi, j'utilise principalement la fonte à cire perdue. Ok. Alors, on est dans le salon. Comment sont vos murs? Il y a des œuvres, de la peinture, du papier peint. Il y a plein de choses. Il y a une photo prise par ma sœur quand on avait, je pense, 20 ans, d'un voyage au Sri Lanka, d'un paysage avec un pan, voilà. Il y a une photo de Jean Harpe dans son atelier. Il y a bien évidemment des tableaux de mes enfants. Qu'est-ce que j'ai? Il y a un grand tableau de couleurs d'un artiste qui s'appelle Fraissinet. C'est quelque chose, on va dire, de plus abstrait, géométrique. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le salon? J'ai des sculptures, j'ai des lampes sculpturales aussi d'un artiste verrier. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui s'appelle Carlo Nazon, qui sont très très belles, qui est un monsieur italien qui faisait partie d'une famille de verriers vénitiens et qui l'a un peu transformé dans qui est sorti des sentiers battus, on va dire, qu'on a fait des pièces un peu plus space age. C'est quoi votre palette de couleurs? Les murs sont blancs, un peu pastel. Mon salon ma salle à manger est rose pâle. Quand les peintres l'avaient peint, je me rappelle, ils m'avaient dit « Ah, la chambre de la petite fille est prête ». Je leur ai dit « Non, il n'y a pas de petite fille ici, monsieur, je suis la seule ». Et donc voilà, donc mon salon est rose pâle, ma salle à manger est rose pâle, mon salon est blanc. J'ai 2 fauteuils Paulin rouges et j'ai aussi un canapé qui prend pas mal de place et qui est assez... Le canapé Paulin aussi ABCD. Qui est dans son coloris d'époque, donc il est rouge, rose et violet dans le tissu de l'époque, qui est un peu abîmé, mais comme pour le moment j'ai encore souvent des coups de crayon dessus ou des assiettes ou des pots de glace à la vanille qui tombent, je le ferai quand il y en aura moins. Donc j'attends. Donc là il est vintage, il me plaît bien comme ça.
Vous parliez de la salle à manger, donc on va passer dans la salle à manger. Vous avez fait il y a quelques années des bougeoirs avec Loro Piana. Ouais. Qu'est-ce que c'est une jolie table pour vous? Est-ce que vous dressez des jolies tables ou c'est pas forcément? Si. Non, ça me plaît. J'aime les beaux couverts. J'ai une passion pour les couverts anciens. Il y en a des très jolis chez Christophe. Il y en a des très jolis chez Puy-Forcat. Il y a dans les marques plus nordiques, il y en a des très beaux aussi. Donc ça, voilà, je dirais pas que j'en ai toute une collection parce qu'on n'a pas non plus besoin d'avoir 400 couverts chez soi. Mais voilà, les couverts, c'est hyper important. C'est un peu comme le reste, en fait. J'ai de la verrerie qui vient de Venise et j'en ai aussi que j'ai rapporté du Japon parce qu'il y a des très, très, très belles verreries au Japon. Pareil pour les assiettes, j'ai des assiettes anciennes et récemment aussi je me suis acheté des assiettes au Japon. Donc non, c'est hyper important. Après je vais être, on va dire, plutôt sur quelque chose de minimal. Je vais pas être sur la nappe à fleurs avec les assiettes qui s'empilent les unes dans les autres. Je vais plutôt être sur un truc minimal. Ça m'empêche pas de mettre une jolie nappe ou voilà des fleurs, des bougies, toujours des bougies, plein de bougies sur la table dans mes bougeoirs Loro Piana donc. Et voilà. J'aime pas quand il y a des, comme tout le monde. J'aime pas quand il y a genre une bouteille d'eau sur la table ou un pot de sel. Je cache tout. Enfin, je retransvase tout dans des récipients. Vous apportez la moutarde dans un petit ramequin, voilà. tout ça. Bon, pas tous les jours. Hein. Non, j'imagine. Vous travaillez sur la table de la salle à manger parfois? Est-ce que vous travaillez de chez vous parfois? Ouais, je travaille de chez moi principalement parce que c'est là-bas qui est le plus gros de ma bibliothèque. Donc, quand j'ai besoin de faire des grosses recherches iconographiques, ça se passe à la maison. Et effectivement, je vais sortir des piles de 15 livres, 20 livres. Je les pète sur la table du salon et je vais les étudier là, parce que c'est plus simple que de les ramener au bureau. Sinon, non. C'est vraiment un espace, on va dire... En fait, c'est un espace privé. Donc, j'ai un grand garçon et quand il avait un peu moins de 3 ans, il a eu 2 petits frères qui sont nés, donc j'ai des jumeaux. C'est vrai que ça a été très intense pendant 3-4 ans. Là, c'est un peu plus calme parce qu'ils sont plus grands. Enfin, plus calme. C'est plus facile, on va dire. J'ai trouvé que la clé de voûte de mon organisation entre la vie privée, la vie de bureau, la vie professionnelle, c'était vraiment de définir je dis pas que c'est la seule et unique recette, mais en tout cas, c'est ce qui m'a convenu. C'était vraiment de définir des espaces et des plages horaires. Donc, c'est vrai que, voilà, une fois que je les ai déposés à l'école, on va dire vers 8h30, jusqu'à 19h30 à peu près le soir, ça se passe au bureau. Et quand je rentre, en revanche, il y a peu de chances sauf grosse urgence, il y a peu de chances de me voir travailler ou de me voir faire un mail ou des choses comme ça. Donc c'est très intense pendant la journée et le soir, je les vois pas forcément beaucoup parce qu'ils sont à l'école le lendemain et qu'ils se couchent tôt, mais la maison, c'est la maison, quoi. Ok. Comment vous travaillez pour, si on garde cette notion de table de travail, comment vous travaillez pour créer vos collections? Est-ce que vous avez un processus J'en ai un et j'en ai plusieurs. J'ai plein de carnets. J'ai des archives de carnets que je garde tout le temps et que je refeuillette en permanence parce que je fais tout le temps des petits croquis quand j'ai une idée. Même parfois ça vient à des moments un peu inattendus, donc voilà, je dessine vite fait, puis après je redessine au propre plus tard, mais je feuillette très souvent mes anciens carnets. Donc j'en ai une vingtaine, et puis voilà. Ensuite, beaucoup de recherches iconographiques, mais mon vrai processus créatif, c'est vraiment quand je vais dans l'atelier de proto et je cherche les formes en 3D, en fait. Donc, je vais prendre des tiges de métal et on va les tordre, on va les affiner, on va les élargir. Et c'est plutôt une étape... c'est comme ça qu'on va dire que j'ai créé que j'ai trouvé mon ADN, on va dire, l'ADN de la maison. C'est que, comme je savais pas forcément dessiner parfaitement ce que j'avais en tête, parce que j'avais, on va dire, des lacunes de dessin, et ben j'ai cherché un autre moyen d'y arriver, et c'était celui que j'ai trouvé, c'était de le faire en vrai, en fait, de le faire en métal, de tordre les choses et de le faire comme une sculpture. Si vous deviez faire un dîner dans votre salle à manger avec 6 personnalités, qu'elles soient vivantes ou décédées, connues ou pas connues, qui seraient-elles? Oh là là, je pense que j'inviterais David Bowie, Valentine Schlegel. Qui je pourrais inviter? En fait, c'est trop dur. C'est trop dur, j'essaie de me dire. 6. Non, j'inviterais Catherine Deneuve, la reine de France. Puis j'inviterais mes amis aussi. Parce que quand même, c'est pas drôle de profiter de ça tout seul. Donc j'inviterais mes 2-3 meilleurs amis et voilà.
Ok, donc vous allez préparer le dîner dans la cuisine. Elle ressemble à quoi, votre cuisine? Elle a les murs verts à amandes, qui matchent un peu près avec le plan de travail, qui est de la même couleur. Le plan de travail est vert amande? Ouais. C'est quoi? C'est une espèce de... Je sais pas, c'était déjà là quand je suis arrivée, et ça me plaît bien. Je sais pas si je l'aurais fait, mais c'est une espèce de pierre reconstituée. C'est pas du... je sais pas, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai jamais cherché. Mais bon, donc voilà, c'est à cette couleur. Qu'est-ce qu'il y a dans ma cuisine? Est-ce qu'elle est ouverte Elle est ou fermée? ouverte, ouais, pardon. Sur la salle à manger. Elle est ouverte sur le salon. Sur le salon, pas sur la salle à manger. Elle vous plaît ou est-ce que vous referiez quelque chose? Mais j'ai envie de la refaire. Non, j'ai envie de la refaire. Pour la rendre je sais plus pas, pratique? genre là, il faut regarder mon téléphone. J'ai genre 700 inspi de cuisine, toutes plus différentes les unes que les autres, donc il va falloir que je me concentre un peu. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle est pas très grande. Et je sais pas si c'est... Hier soir encore, j'étais à un dîner chez des amis et ils ont une immense appart et on était tous collés dans la cuisine. Donc, parce que moi j'aime bien cuisiner, donc j'aime bien que les gens papotent avec mes amis pendant que je cuisine. Donc c'est vrai qu'il y a toujours tout le monde dans la cuisine, alors que c'est la pièce la plus petite de la maison, même si elle est ouverte sur le salon. Donc, ce qui est un peu ridicule. Après, j'ai de la chance parce qu'il y a une très très belle vue sur la Tour Eiffel. Et le soir, il y a le soleil qui se couche dans la cuisine. Donc, ça va. Elle est super. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un peu la refaire. Il y a des trucs qui se cassent un peu à droite, à gauche. Mais voilà, j'ai pas... Rien de spécial. Est-ce que vous retirez vos bagues quand vous faites la vaisselle? Je fais pas la vaisselle. Désolée, alors là, il y a plein de trucs, c'est marrant, j'en parlais avec ma grand-mère ce week-end. On a fêté ses 97 ans et elle comprenait pas parce que elle est un peu de l'ancienne école, donc on remplissait le lave-vaisselle, elle était là genre, ah là là, c'est tellement pas pratique à la vaisselle, c'est mieux de faire la vaisselle à la main. Et moi, je l'ai regardée, je lui ai dit vraiment, il y a plein de choses sur lesquelles je veux bien faire je suis d'accord qu'il y a plein de choses qui étaient mieux avant, mais alors ça, le lave-vaisselle, non. Vous mettez tout au lave-vaisselle? Non, je mets pas tout, mais non, je mais pas tout, bien sûr que non. Mes verres un peu fragiles japonais, je les mets pas. Non, je mets pas tout. Mais dès que je peux faire des tests. Ouais. Je peux faire des tests, voir tiens, je vais quand même aller te mettre au lave-vaisselle. Toi, on va voir comment tu réagis. Puis si ça se passe bien, tes copines aussi, on voit la vaisselle. Non, j'aime pas faire la vaisselle du tout. Mais sinon, oui, j'enlève mes bagues. En fait, de manière générale, je sais pas pourquoi j'enlève mes bijoux quand j'arrive chez moi. J'enlève mes bijoux, j'enlève mes chaussures. Voilà, ça arrive que quand je rentre aussi, je prenne une douche directement. Genre, j'aime bien. Ça fait partie d'un petit rituel. Quand j'arrive chez moi, en général, je me change et je me lave et j'enlève tout ce qui vient de l'extérieur, y compris pas 100% de mes bijoux. J'ai mes bracelets que j'ai là, je les enlève jamais et voilà. Mais j'ai quand même tendance à enlever un peu le. Symboliquement, c'est peut-être pour déconnecter avec le boulot. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. J'aime bien. Au même titre que quand je suis en vacances, j'ai rien, quoi. Je peux partir un mois au mois d'août avec même pas une paire de boucles d'oreilles, ou alors j'en mets une et puis je finis par même pas les mettre, en fait. Ouais. Côté aménagement, vous avez 2 boutiques qui sont un peu comme des écrins avec des vrais partis pris quand même. Comment vous avez travaillé? C'était avec un archi ou C'est un architecte très très talentueux que j'ai eu la chance de rencontrer juste avant le Covid, le premier confinement, qui s'appelle Anne Holtrap. Il est hollandais. Et en fait, je me souviens très bien. Moi, je voulais vraiment une boutique, on va dire, expérience. Je voulais pas un écrin, je voulais pas que ce soit joli. Je m'étais dit, si c'est pour avoir une belle moquette ou des belles appliques ou des jolis meubles style scandinave, j'avais pas besoin d'un architecte pour faire ça. Donc, je voulais que la démarche dans mes boutiques, elle continue ma démarche créative, que ce soit quelque chose de très singulier, que ce soit une expérience globale. C'est-à-dire de venir dans nos boutiques, c'est d'essayer les bijoux, mais aussi tout l'univers qui va entourer les bijoux. Et donc j'ai rencontré Anne, je lui ai parlé de tout ça, de mes envies. Moi, c'est vrai que j'aime bien cette boutique, ces boutiques un peu mythiques. Il y en a plusieurs dans le monde, mais Dover Street Market, donc il y en a une à New York, il y en a une au Japon, il y en a à Los Angeles. C'est des boutiques où moi, ça m'est déjà arrivé de conseiller à des gens, même pas de la mode, d'aller les voir. Parce que c'est un peu presque comme des musées, en fait. On déambule dans la boutique, il peut y avoir des expositions d'œuvres, il y a des marques qui vont faire des produits assez extraordinaires. Enfin, c'est assez impressionnant d'être dans ces boutiques. C'est pas comme des boutiques plus classiques. Donc c'est vrai que moi j'avais une envie un peu comme ça je voulais surprendre et je voulais que les gens soient interpellés. Donc c'est comme ça que j'ai pitché à Neu. Mais bon, même s'il n'avait pas besoin de moi parce qu'il avait
il est tellement talentueux qu'en fait, il avait tout compris. Et puis, on s'est parlé. Il m'a proposé ce projet de travailler avec des plaques, comme des plaques en acrylique moulées, et dans lesquelles les bijoux flotteraient un peu. Puis, j'ai tout de suite adoré. Et on a avancé sur le projet. Alors, on va passer dans votre chambre. Vous en avez parlé tout à l'heure. Si vous deviez la définir l'ambiance en 2 mots. C'est comme une petite maison sur un toit. Donc c'est un peu comme une cabane perchée en fait. Elle est extraordinaire ma chambre. J'ai de la chance. Il y a quoi sur votre table de chevet ? Des livres, plusieurs livres parce que je lis toujours au moins 2 ou 3 livres en même temps. Donc en ce moment il y en a 3. Et il y a un panier, un petit panier en osier qu'une copine m'a acheté en Grèce, qui est tout petit, très mignon, et dans lequel en gros il y a je sais pas, mon spray de mélatonine quand j'arrive pas à dormir la nuit, je me mets un petit spray dans la bouche, ma crème pour les mains, mon baume pour les lèvres, mon masque pour les yeux si jamais il y a trop de soleil et que j'ai oublié de fermer les volets. Enfin voilà, un petit panier en osier à bordel quoi. Et il y a ça et la nuit mon téléphone que je mets en mode avion, mais bon, il est quand même à côté de moi quand je dors. Où est-ce que vous rangez vos bijoux ? Ils sont cachés ou exposés ? Non, ils sont exposés. Il y en a partout. C'est un peu un sujet de discorde à la maison. Non, clairement, en face de mon lit, il y a un meuble en bois, style chapeau. J'aimerais bien que ce soit un vrai chapeau, mais c'est style chapeau, voilà, on va dire des années 60. Et sur ces étagères en bois, il y a beaucoup, beaucoup de bijoux qui sont plus ou moins bien rangés. Et les vôtres ou Non, les miens. Des protos ? Non, non. Tout ce qui est proto, tout ça, ça reste au bureau. Non, les miens, ceux que je porte au quotidien, quoi. Et puis, il y a plein de petits gris-gris. Il y a, je sais pas, des éléments en pâte à sel que j'ai eu pour les différentes fêtes des mères. Il y a plein de petites photos accrochées. Enfin, c'est une espèce de petit endroit un peu gris-gris. Voilà. Des coquillages que je ramasse quand je suis en vacances. Cosy. Ouais. Vous êtes une marque qui est très tendance, entre guillemets, très en vogue en tout cas. Et pourtant, vos bijoux, ils ont tout pour être des intemporels. Je crois que c'est quelque chose que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous pensez des tendances ? Je sais plus qui a dit ça, mais tout ce qui est tendance est voué à ne plus l'être. Donc vraiment, j'ai pas d'avis en fait. Enfin, je comprends que ça existe, je comprends qu'il y ait des gens qui les suivent. Moi, j'ai plutôt envie de pas trop les suivre, mais je pense que pour plein de gens, on a l'impression que je les suis quand même. Donc, je sais pas, il y a des phénomènes de société qu'on traverse. Mais il y en a dans tout. Enfin, je pense qu'il y en a dans la littérature, il y en a dans la musique, il y en a dans le cinéma, il y en a dans... Enfin, voilà, maintenant, quand on regarde une série sur Netflix, elle a le même goût qu'une autre série qui a eu lieu 2 mois plus tôt. Donc, ouais, ça a toujours existé, ça existera toujours. Je sais pas si j'ai un avis sur les tendances, en fait. Mais c'était aussi dans le sens, est-ce que vous cherchez à faire des intemporels ? À contrario des tendances. Oui. Non, moi, j'ai pour ambition, qui est très élevée, et j'y arrive pas forcément tout le temps, mais j'ai pour ambition de me dire que chaque pièce qui est dessinée et qu'on sort dans des collections sont des pièces qui sont là pour durer et qu'on va être content de les porter dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Comme certaines pièces de design ou de mode, d'ailleurs, sont iconiques et sont dans le paysage depuis 50, 60, 70 ans. Donc, oui, j'ai pour ambition, effectivement, j'ai pas envie, et c'est pour ça aussi que on sort pas forcément des très grandes collections, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir des styles le plus intemporels possible, et c'est aussi pour ça que d'ailleurs il y a un an et demi, on a mis un service en place qui s'appelle le CC Spa. C'est vraiment pour prendre soin de ces bijoux, et nous en fait on propose à nos clients qui ont acheté des bijoux chez nous dans le passé en gros, pour être simple, d'être le pressing ou le cordonnier du bijou, c'est-à-dire de le récupérer, de le mettre à l'atelier, de le polir, de refaire le vermeil et de récupérer un bijou comme neuf. Et c'est une opération qui peut être faite en fonction de la fréquence à laquelle on porte son bijou, qui peut être faite 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans. C'est vraiment comme faire ressemeler ses chaussures préférées pour pas qu'elles s'abîment. Donc et ça va dans cette envie de vouloir faire des pièces intemporelles. C'est que elles vont être portées, elles vont quand même se patiner, c'est normal, elles vont s'user. Les gens ont tendance à croire que le métal, peu importe
peu importe le métal, que ce soit de l'or, de l'argent, ont vraiment tendance à croire que c'est quelque chose de très 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 solide, qui ne s'abîmera jamais. Or, c'est pas le cas. Même si c'est du métal, ça reste, voilà. Surtout quand on n'en prend pas forcément soin ou qu'on le porte tout le temps, ça peut s'abîmer. Donc nous, on propose ce service maintenant pour nos clients de les réparer, pas forcément de les réparer, mais de prolonger leur durée de vie. Donc ça fait partie de la démarche, de vouloir faire des bijoux intemporels. Ouais. On va dans la chambre des enfants. Vous avez du goût. Comment vous arrivez à garder ce bon goût dans la chambre des enfants ? Vous faites quoi pour que ce soit joli, par exemple ? J'ai jamais acheté de choses pour les enfants. J'ai jamais acheté de draps pour les enfants avec des dessins pour les enfants. J'ai jamais acheté de tapis pour les enfants. Je me suis toujours dit, même mes enfants dans leur chambre, leurs appliques, c'est des appliques. Je me suis dit, si un jour eux ils en veulent plus, moi je serais ravie de les récupérer. Ou quand ils grandiront, ils seront contents d'avoir ça dans leur chambre plutôt que d'avoir une applique, j'en sais rien moi, avec un nounours ou voilà. Donc c'est pas froid. Je pense pas que leur chambre soit froide ou elle soit adulte parce que il y a plein de jouets et voilà. Mais c'est vrai que c'est des coloris assez neutres, pastel. C'est-à-dire si on changeait la taille du lit et qu'on virait les jouets, ça pourrait être une chambre d'adulte. Oui, j'ai fait la même démarche. En fait, j'ai fait la même démarche que pour tout le reste. C'est vrai que tous les meubles de leur chambre ils ont des petits bureaux vintage que je trouvais plus mignons et moins chers en plus que des choses nouvelles qu'on voit dans le commerce. Oui, j'allais dire, vous achetez où votre déco ? Opus, beaucoup sur Internet. Chez des antiquaires. Et c'est quoi Internet, c'est-à-dire ? Il y a ce site génial qui s'appelle vntg.com et qui répertorie, c'est une espèce de plateforme de, je sais pas, c'est un peu comme Pamono ou Celency, mais c'est plutôt des antiquaires plus du Nord, je pense. Et ils en répertorient, je sais pas, genre 200. Et tous ces gens-là, ils mettent leur collection en ligne. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on tape... je veux 6 chaises dans tel style à moins de tel prix et ils nous en proposent des pages et des pages et après on contacte le dealer, c'est comme ça que c'est écrit sur le site, le revendeur. Donc par exemple oui je leur ai acheté beaucoup et puis après je m'aperçois que je peux acheter toujours chez le même. Donc ensuite par exemple il y a un antiquaire à Rouen que j'ai découvert sur Instagram et puis j'aimais bien sa sélection, donc je lui ai acheté une pièce, 2 pièces, 3 pièces et puis maintenant on se parle en direct. Donc vous vouliez faire quoi, petite ? Petite, je voulais être médecin, parce que dans ma famille, on va dire que c'est plutôt une branche médicale et des métiers assez cartésiens. Donc pendant assez longtemps, je voulais être médecin. Et puis, je suis pas médecin. Ma sœur est médecin, mais pas moi. Comment ça a basculé ? Vous avez fait quoi comme études ? En terminale, j'ai ma mère qui m'a dit, mais je pensais vraiment que j'allais faire médecine. Et elle m'a dit, mais t'es sûre ? Je suis pas sûre que ce soit pour toi. Enfin, elle m'a pas découragée, pas du tout, mais elle m'a juste poser la question. Est-ce que tu es vraiment sûre que tu veux faire ça ? Et c'est vrai que tout à coup, je m'étais dit, oui, moi je veux être médecin depuis que je suis toute petite, je m'étais pas trop posé la question. Puis là, je me suis dit, non, en fait, peut-être que je veux pas être médecin, peut-être que j'aimerais bien travailler dans le design, dans le luxe, dans la mode. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai pas grandi à Paris et j'étais très, très attirée par Paris, j'étais très attirée par la mode, par le design. Donc, j'avais des bons résultats à l'école, j'étais plutôt bonne élève. Donc, on m'a conseillé de déposer mon dossier pour faire une prépa HEC. J'ai été acceptée en prépa HEC à Paris et je suis arrivée, j'ai fait un trimestre. Et puis en fait, au bout d'un trimestre, là, je me suis réveillée et là, je me suis dit non, en fait, je veux faire de la mode. Donc, j'ai quitté ma prépa HEC et l'année d'après, je me suis inscrite au studio Berceau où je suis restée 2 ans. Et puis voilà, ensuite, ça va la suite. Vous avez travaillé avec Vincent Darré, je crois, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup, nous, dans l'univers déco. Et on avait fait un épisode ensemble qui avait eu beaucoup de succès. C'était une rencontre marquante. Parlez-nous de vous. Parlez-nous de lui. Je me rappelle la première fois que je l'ai rencontré. Vincent, il est très, très, très cher à mes yeux, à mon cœur. Et on a une relation très particulière, même si récemment, la vie a fait qu'on s'est moins vus. Et surtout mes 3 enfants ont fait qu'on s'est moins vus. Mais j'avais, 19 ans. J'étais au studio Berceau. Donc, lui, il était directeur artistique de cette maison qui s'appelle Emmanuel Ungaro. Et donc, c'était avant qu'il fasse du design. Il était encore très, très dans la mode parce que donc il a eu une longue carrière dans la mode avant de passer dans le mobilier. Et il cherchait une stagiaire, une assistante, je sais pas comment... Et ma directrice, c'est ça qui est génial à Berceau, c'est que la directrice, elle est iconique. Et puis, c'est pour ça que les gens font Berceau. C'est pour elle. Elle connaissait très, très bien Vincent. Ils étaient super proches. Et
Elle lui a dit j'ai peut-être quelqu'un pour toi, donc elle m'a envoyé chez Emmanuel Ungaro pour le rencontrer, et là ça a été une espèce de coup de foudre, et j'étais vraiment ça c'est pas du tout négatif, et c'est moi qui le dis en plus, mais j'étais sa poupée quoi, j'étais vraiment sa poupée, ça il m'emmenait partout. Moi, j'avais 19 ans, je débarquais de ma campagne. Ça faisait 1 an et demi que je vivais à Paris, mais je connaissais rien. Et là, tout à coup, j'allais tous les jours à Avenue Montaigne, donc dans les bureaux de la maison. Ses meilleures copines, c'est Valérie Lemercier, c'est Amira Kazar, c'est Isabelle Adjani. Donc, moi, je passais ma vie avec ces personnes-là. Il m'emmenait à tous ces cocktails, tous ces dîners. Enfin, c'était extraordinaire. D'un point de vue travail, j'ai pas de gros souvenirs, parce qu'en plus, je comprenais pas trop pourquoi on faisait les choses. À l'époque, la Maison Garo faisait tous ses vêtements en Italie, donc il y avait même pas d'atelier. Donc le côté immersif dans la maison couture, je l'ai pas vraiment vécu. Puis c'était compliqué. La maison avait été rachetée. Enfin voilà, Maintenant, je le vois avec le recul. C'était un panier de crabes. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Mais en revanche, je me rendrais très bien compte de la personne qui était Vincent, c'était délicieux. Enfin, on s'est beaucoup amusé, et on est restés liés à vie. Comme mon parrain, un peu. C'est mon parrain, ouais, je pense. Mais moi, je pense que si on lui pose la question, il dirait la même chose. Ouais. Vous vous sentez chef d'entreprise? Attention, je bascule sur un autre sujet. Parce que quand on est créatif, je vois avec toutes les interviews que je peux faire, c'est pas forcément évident de se retrouver ensuite à gérer des salariés, la compta, le développement de la boîte, etc. Comment vous vivez ça? Je pense que comme mes 2 parents étaient chefs de leur propre entreprise, j'ai vraiment baigné dans cet univers. Donc, quand j'ai dû lancer ma marque, je me suis même pas posé la question. J'ai même pas, à aucun moment, j'ai pris du recul par rapport à ça. J'ai lancé ma marque, et j'ai fait les statuts. J'ai eu un employé, 2 employés. Enfin, bien sûr, c'est difficile, mais ça m'a pas fait peur, parce que c'était vraiment quelque chose. J'avais vu mes parents faire ça tout le temps, donc je me suis pas trop posé la question. Après, c'est vrai que j'ai lancé ma marque en même temps que ma première grossesse. Dans la foulée, j'ai eu les jumeaux. Donc, c'était très challengeant, autant en vie professionnelle que vie privée. Donc, il y a eu un moment où je pense que j'aurais pu mettre ma boîte en péril par manque, parce que je voulais tout faire et que j'y arrivais pas, en fait. C'est pas possible. Donc, disons qu'au bout de 4-5 ans, il y a eu un changement dans la boîte, et le père de mes enfants m'a rejoint. Donc, on travaille ensemble aujourd'hui. C'est lui maintenant le PDG de la boîte, et c'est lui maintenant le chef d'entreprise. Donc, moi, disons que les 5 premières années, j'ai géré, j'ai développé, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai un peu navigué à vue. Et donc, je faisais bien évidemment la créa, et le reste, j'avais une équipe, bien sûr, mais elle était assez petite. Et puis ensuite, au bout de 5 ans, on a switché sur quelque chose de beaucoup plus professionnel, de beaucoup mieux structuré. C'est ça qui a fait qu'on a ouvert des boutiques. Enfin voilà, tout à coup, c'est un peu comme si j'avais arrêté de jouer à la dinette et que j'étais passée avec des vraies assiettes et des vraies fourchettes et des vrais couteaux et de la vraie nourriture. Donc voilà, je suis passée par cette étape, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si je me sens chef d'entreprise, mais en tout cas, j'ai pas forcément le quotidien, dans le sens où il y a plein de tâches administratives que je gère plus. Oui. Vous avez pu garder cette casquette créative? Ouais. Au maximum. Ouais, exactement. On va terminer, on va dans la salle de bain. Ouais. On est devant le miroir. Vous connaissez bien le monde de la mode. Moi, je connais pas très bien le monde de la mode, du luxe. On se dit que c'est un milieu comme ça, peut-être un peu d'apparence, entre très gros guillemets. Et vous effleurez aussi le monde du design. Est-ce que vous trouvez que ces 2 mondes ont des points communs? Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun ou comme différence? Parce qu'on dit souvent le monde de la mode. Ouais, je vois très bien. C'est difficile d'en parler quand on est dedans depuis si longtemps, parce que finalement, je vais bientôt avoir 40 ans, et ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu. Donc, je comprends que ça puisse fasciner, choquer, énerver. Tout ça, je peux comprendre. Parce que, en plus, j'ai plein de gens qui n'en font pas partie dans mon cercle proche, donc j'en en discute. Mais au final, je pense que pour avoir un tout petit peu, je pense que le design, c'est, moi, quand je suis plus dans le milieu du design, parce que maintenant je fais des petites incursions on va dire sociales dans le monde du design, ça me fascine un peu. J'ai l'impression que c'est plus frais, j'ai l'impression que c'est plus sympa, parce que c'est plus nouveau pour moi aussi. Et que finalement, le milieu de la mode, j'ai l'impression que on se connaît, il y a plein de gens qui sont devenus des amis très proches. Mais au final, je pense que peut-être les gens du design qui sont dans le design depuis 20 ans, ils
peut-être que si on les aime dans la mode, ça va les rafraîchir aussi. Pareil pour les gens du cinéma. Enfin, voilà, je sais pas trop quoi dire. Alors, dernière question beaucoup plus pratique. Puisqu'on est dans la salle de bain, vous êtes team douche du matin ou du soir? Les deux. Le matin, je prends une douche très très rapide parce qu'elle est froide. Et ça a plein de vertus physiques, écologiques et de temps. Parce que vraiment, la douche dure 1 minute. Donc le matin, je prends une douche froide pour me réveiller. Je me sens après, en pleine forme après. Et le soir, c'est plus le moment où je vais prendre une douche plus longue. Je peux me laver les cheveux s'il faut que je me lave les cheveux. Voilà. Mais quand même assez rapide. J'aime pas trop... je suis pas du genre à rester des heures sous la douche. Et j'aime pas les bains. Et dernière question rituelle. Est-ce que vous avez un snobisme? Oula. Je pense que j'en ai plein. Allez, dites-nous. Non, j'adore cette question. Non, mais je pense que oui. Enfin, je sais pas si c'est à moi qu'il faut le demander. Moi, j'ai l'impression que un snobisme. C'est marrant parce qu'en fait, en réfléchissant à ça, je pense que pour plein de gens, ça va être un snobisme. Et puis, on est tous le plus de quelqu'un. Sûr. Donc, en fait, ouais, j'en ai plein, mais... Comme quoi, par exemple? Par exemple, je monterai jamais sur une trottinette électrique. Parce que... Ah non, je préfère marcher. Je veux pas qu'on me voit. Anti-sexe. Je monterai jamais sur une trottinette électrique. Le Wigo, c'est difficile. Je comprends pas le système, en fait. Je comprends pas pourquoi c'est sale et ça pue dans un Wigo, systématiquement. C'est pas du snobisme, mais j'achète rien de... alimentairement parlant, par exemple, j'achète rien de déjà fait. Rien. Et rien dans des paquets, même. C'est-à-dire, c'est quoi un truc de déjà fait? Des croque-monsieur? Ah non, impossible. Des cordons bleus pour vos enfants? Impossible. Donc vous... D'ailleurs, quand ils en mangent, ils me disent que c'est dégoûtant. C'est impossible. Parce que vous cuisinez beaucoup? Parce que je cuisine beaucoup et parce que je préfère qu'ils aient des goûts simples. Je préfère commencer par des choses simples mais bonnes. Mais ouais, non, cordon bleu, croque-monsieur, ça n'arrivera jamais dans mon frigo. Je dis ça parce que comme j'en ai acheté hier, je visualise mon frigo. Désolée. Non, pas de problème. Non, mais c'est vrai que voilà, je veux mettre tout dans des bocaux en verre, un peu tous identiques. Donc, quand on ouvre mon placard, c'est un peu flippant, je pense, pour certaines personnes. J'achète pas de jus. J'achète pas de jus pour mes enfants. J'ai une machine à faire des jus et éventuellement, s'ils veulent des jus, je leur fais, mais j'achète pas de jus. Mais c'est pas du snobisme. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est pour ça que je dis, par exemple, ça peut être considéré comme du snobisme. C'est plus aussi pour... parce que j'ai pas envie qu'ils se gavent de sucre. J'ai pas envie de... J'achète pas de gâteau. Pour le goûter, ils prennent quoi? Ils prennent du pain avec du fromage, des fruits secs à gogo. Ils mangent des amandes et des noix de cajou par kilo. Et si, non mais j'exagère. Parfois, je sais très bien que ma nounou, elle leur achète des gâteaux, mais elle le fait dans mon dos et ça me va très bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de paquet de gâteaux chez moi. Il n'y a pas de placard avec des gâteaux dedans. Me vient une dernière question. Vous êtes... organisé, maniaque, un peu bordélique, et il ressemble à quoi votre appart? Non, quand on arrive, première partie. Plutôt organisé, maniaque. Mais après, voilà, j'ai 4 garçons à la maison, donc j'ai dû quand même m'assouplir depuis quelques années. Mais je leur apprends à... Mais aussi pour ma santé mentale, à mettre leurs affaires dans le panier à linge sale tous les soirs. Sinon, c'est trop compliqué. Mais sinon, c'est plutôt ordonné? Sinon, c'est ordonné. Ouais. C'est ordonné et je me rappelle toujours, je pense depuis que je suis toute petite, de ma grand-mère qui me dit que il faut faire attention à ses affaires, que c'est comme ça qu'on les garde le plus longtemps possible, que c'est comme ça qu'on les perd pas. Enfin, vraiment, j'ai des souvenirs d'elle me disant ramasse, voilà. Et voilà, donc ça m'est resté. Et, donc non, je suis plutôt ordonnée. Après, là, mon bureau, il est un peu en bordel, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je trouve qu'il est organisé. Ouais, mais pour moi, le bureau, pour moi, cette pièce, c'est la pièce la plus en bordel de ma vie. Mais ça me dérange pas. Mais ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui donnent l'effet bazar. Parce que j'ai toujours des dossiers en cours. Donc en fait, je m'aperçois que j'ai pas trouvé la manière de ranger tous mes dossiers en cours. Faut que je les ai sous les yeux. Donc ça, pour moi, c'est un peu le bordel. Mais c'est vrai que par exemple, une salle de bain ou une cuisine, je repensais à la question tout à l'heure, mais qui pour moi, c'est si tout est rangé. J'ai pas envie qu'il y ait plein de bazar. J'aime bien un plan de travail net, rien. Pareil, ma salle de bain, j'aime pas qu'il y ait plein de produits. Minimal, on va dire. Bon, merci beaucoup. Mais merci. Je referme la porte. Merci beaucoup, Charlotte. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Le décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.
Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.